Merci d'être présent aujourd'hui pour cette session. Je vais vous parler de Carrefour, je vais vous parler de data mes plateformes, parce que je suis data architecte au niveau du groupe de Carrefour. Par ailleurs, je suis aussi Google Developer Expert sur Google Cloud. Je ne sais pas, est-ce que dans la salle, il y en a certains qui connaissent Google Cloud? Ouais, d'accord, quelques-uns, mais pas beaucoup. Si ce qu'ils connaissent, je vous montre ça. Vous savez ce que c'est? Ok. Bon, alors je vais reprendre, parce que j'ai plein de petits pictos avec des images de Google Cloud et des services de Google Cloud. Ça, c'est Cloud Run, c'est mon service préféré, donc voilà, c'est pour ça que... Mais bon, je vais vous expliquer tout ça dans la présentation. Maintenant, est-ce que vous savez ce que c'est que Carrefour? Ouais, vous savez ce que c'est. Alors, je vais quand même vous présenter mes Carrefour, parce que vous connaissez le petit supermarché du coin, vous allez faire vos courses et puis tout ça, mais Carrefour est un gros groupe, est un très gros groupe international. Et bien moi, quand j'ai rejoint mes Carrefour il y a un an et demi, j'étais surpris de la taille de ce groupe-là. Alors, c'est pas une pub pour Carrefour, c'est pour vous expliquer ensuite qu'on a vraiment de la big data, plein de données, plein de choses dans nos data platforms, et ça engendre de la complexité dans ce qu'on fait. Donc Carrefour, qu'est-ce que c'est? C'est le plus gros retailer en Europe. Il y a des dizaines de pays, on a 37 pays aujourd'hui, on a des milliers de magasins, on a des millions, des centaines de millions de clients et des millions de clients tous les jours. Ce qui génère un nombre faramineux de tickets de caisse, on en a 3 milliards par an. Donc gardez bien ce 3 milliards en tête, ça va, vous allez comprendre la complexité que l'on a ensuite dans un des produits que l'on offre chez Carrefour. Alors moi chez Carrefour, je suis au groupe. Alors le groupe, qu'est-ce que c'est par rapport au pays? Le groupe, c'est très simple, on n'a rien. On n'a pas de magasin, pas d'entrepôt, pas de e-commerce, pas de clients, rien. Le groupe, comme une société de holding, a des pays. Et donc c'est ces pays-là qui vont faire du business. Eux, les pays, bon, ben, comme vous connaissez, donc Carrefour France a des magasins en France, ou c'est en Belgique, ou en Italie, ou ailleurs. On a des magasins qu'on appelle intégrés, des pays qu'on appelle intégrés, donc qui nous appartiennent, on est propriétaire de ces pays-là. Et on a des pays qui sont franchisés. Voilà, on a plus de franchises, donc en Chine, en Israël, ou dans d'autres pays comme ça, beaucoup de pays en Afrique, on a des franchises. Donc Carrefour est présent, mais c'est pas nous, c'est des franchises. Quand nous on travaille beaucoup, nous, au groupe, avec les pays qui sont intégrés, forcément ils sont à nous, donc on a plus de poids sur eux. Et au niveau du groupe, on a des applications qui sont globales. On va parler de Carrefour Links, parce que c'est la plus présente, c'est la plus visible. Elle a même son petit logo, parce qu'on vend des services à nos fournisseurs. Mais j'y reviens juste après. Mais on a aussi des solutions globales qui sont internes, qu'on va appeler par exemple Assortment Builder et Forecast G6. C'est pour gérer l'assortiment dans les magasins, et le Forecast c'est pour gérer les prévisions de commandes, notamment pour les entrepôts. Pas avoir trop de stock et pas être en rupture dans les magasins, ça c'est moche d'être en rupture. Donc ça c'est pour le contexte, et je vais faire un focus sur Carrefour Links. Je pense que personne d'entre vous n'a entendu parler de Carrefour Links, c'est vraiment un service à nos fournisseurs. Alors voilà ce qu'on fait, et c'est là où les 3 milliards de tickets de caisse sont importants. En fait, Carrefour Links va récupérer des 37 pays que l'on a aujourd'hui, on va récupérer notamment les tickets de caisse. Donc, tous les tickets de caisse, on va les prendre, on va les récupérer, avec aussi le référentiel des produits, le référentiel des magasins, bref, on va récupérer plein de données, on va les mettre au propre, les redresser, les normaliser et les mettre dans Carrefour Links. Et ensuite, qu'est-ce que fait Links? On va prendre ces données et on va les découper par produit. Donc, prenez un ticket de caisse, il y a peut-être une dizaine, vingtaine, trentaine, centaine de produits dans le ticket de caisse. On prend produit par produit, et ces produits, on les rassemble par fournisseur. Ce que nous, on va appeler des CPGs. CPGs, c'est pour Consumer Packaged Goods, et vous les connaissez, hein, c'est les L'Oréal, les Pepsi, les Coca, les Nestlé, etc. Et ces données qu'on a rassemblées par fournisseur, on va la revendre. Forcément, eux, ils sont très intéressés de savoir quel produit a été vendu dans quel magasin, à quel moment, est-ce que le client avait une carte de fidélité, est-ce que c'était un client qui était fidèle, par exemple, à Coca-Cola, et que donc ce client a acheté autre chose que du Coca-Cola, ce qu'on appelle du churn, donc savoir qu'ils ont perdu un client qui était fidèle avant et qui ne l'est plus maintenant. Bref, on a toutes ces données qui ont une valeur inestimable pour les CPGs, et ils nous l'achètent plutôt cher en plus, donc voilà. Mais par contre, on se doit d'avoir une qualité de service qui est importante. Et surtout, on doit récupérer les données de tous nos pays. Alors voilà, c'est là où la complexité va commencer à arriver. D'ailleurs, s'il n'y en a plus d'affiches. Ouais. Ok. Écran de veille. Non, même pas ça. Si, pas des bons.
Alors, qu'est-ce que c'est que notre histoire de synchronisation des données entre nos plateformes? On va commencer par... oui. C'est ça, qui marche bien ou pas? Bon. Qu'est-ce qui se passe de manière fonctionnelle? En fait, on a des pays, on va prendre les 3 plus gros pays de Carrefour intégrés, la France, l'Espagne et le Brésil. Ces pays, donc, ah oui, les petits pictos qui sont ici, là, donc ça c'est du BigQuery. BigQuery sur Google Cloud, c'est un data warehouse, donc c'est serverless, c'est petabyte scale. Si vous faites du Snowflake, c'est un petit peu équivalent. Voilà, ça sert vraiment de requêter des grosses données, plutôt de l'analytics. C'est pas pour du temps réel, c'est plutôt pour de l'analytics, c'est des grosses requêtes sur de gros volumes de données. Donc ça c'est BigQuery. Les clients sont, donc nos pays ont déjà leurs données, leurs propres données sur BigQuery. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en centrale, on va créer un projet qui s'appelle Group Data Platform. On va consolider ces données à un seul endroit. Et ensuite, on va les exposer pour des use cases. 1, 2, 3, je vais y revenir après, notamment pour Carrefour Links, mais aussi pour Force G6, mais aussi pour d'autres use cases comme un certain nombre de builder ou autre. Donc ça, c'est fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va le faire. Alors, si on commence... Il marche pas. Bon. C'est bon. Ok. Ah oui, je m'entends un peu plus, en effet. Cool. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, donc là, en fait, comment est-ce qu'on fait pour faire cette synchronisation donc, des pays, donc France, Espagne et Brésil, dans GDP, et comment est-ce qu'on fait ensuite pour enchaîner les use cases ici? D'après vous, comment est-ce qu'on fait naïvement quand on commence un projet? Comment est-ce qu'on fait pour démarrer une synchronisation et commencer comme ça? Qu'est-ce que vous ferez de manière la plus simple? Pas d'idée? Ok, bah, le truc le plus simple, c'est qu'on fait un cron. Voilà, on dit bah, à telle heure, on commence. Donc voilà, donc on va faire ça sur Google Cloud. On va faire du time-based. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a un truc, ça s'appelle Cloud Scheduler, qui se réveille à un moment. Donc c'est vous mettez un planning, une cron expression. Ça se réveille, et puis ça lance une requête HTTP à un truc. Le truc, c'est le petit Cloud Run, le petit logo que vous voyez ici, là. Hop, c'est du Cloud Run. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça va... Alors Cloud Run, c'est un service qui héberge des conteneurs, en mode serverless aussi. Personnellement, j'aime pas les machines, hein. Donc le serverless, moi ça me va bien. Gérer les machines, les déployer, gérer des clusters, les patchs, non, c'est pas pour moi. Le serverless, c'est top. Donc ce que fait mes Cloud Run, ça sert un conteneur, c'est un web server. Ça sert un conteneur qui contient un web server. Donc ça répond à des requêtes HTTP. Donc on a notre scheduler ici qui se réveille et qui lance une requête HTTP à Cloud Run, qui récupère cette requête et qui dit « je fais mon job ». Le job, c'est de récupérer les données de GDP. Très bien, mais ça le fait. Un peu plus tard, à minuit, un autre scheduler se réveille, rappelle un autre Cloud Run qui fait un autre job pour POS. POS c'est pour Point of Sales, donc pour connaître les ventes dans les points de vente. 2h du matin, un autre scheduler qui lance pour Data Shopper. Là, c'est savoir qu'est-ce qu'ont acheté les clients avec les cartes de fidélité. Ok, très bien. Donc ça marche. À 8h du matin, on peut ouvrir le service à nos clients et tout le monde est content, c'est nickel. Nos clients sont contents, sont très contents, même trop contents, et ils nous demandent d'autres use cases. Problème, on a supply, donc notre chaîne d'approvisionnement de la supply chain. Où est-ce qu'on le met? D'après vous, on fait comment là? Parce que là, on est embêté, on ne peut pas faire ça. On décale, mais si on décale, on va rater l'ouverture du service. Alors on fait quoi? En parallèle. Très bien, c'est la solution la plus simple, parce qu'en effet, une fois que les données sont dans GDP, bah, on peut tout faire en parallèle, on n'a pas besoin d'attendre que l'un est fini avant de continuer. Donc on va faire du parallélisme. Donc là, c'est ce qu'on a fait effectivement en tout début d'année, là, début 2023, on a commencé sur ça. Donc toujours pareil, à minuit, on a un scheduler qui se déclenche, qui lance un Cloud Run, et qui va faire en parallèle plein de choses. Donc tous nos use cases, qui vont finalement se finir un peu plus tôt, vu que finalement on ne va pas finir à 7 heures, on va finir un peu plus tôt, qu'on fait tout, mais tout en parallèle. Comme c'est du BigQuery, comme c'est du serverless, ça provisionne des machines en parallèle automatiquement, mais pour nous, on n'a rien à faire, c'est magique. Et ça, c'est un pattern qu'on appelle fan out, qui est marqué ici. Pourquoi? On a une information, un événement, et on va le disperser en plusieurs. Donc on va diverger. Donc là, c'est un pattern fan out. Et on fait aussi la même chose pour GDP. Alors je vous l'ai caché au début.
le détail de l'implémentation, c'est qu'en fait, on a aussi un scheduler qui se déclenche. Et cette fois-ci, on va diverger un fan out et après on va converger fan in. Donc là, c'est ce qui est marqué là. Et on fait ça avec un framework qui s'appelle DBT, où en fait on va configurer nos requêtes SQL que l'on va faire sur BigQuery pour récupérer toutes les données. DBT automatiquement comprend que les requêtes, on peut les faire en parallèle parce qu'on n'a pas de dépendance les unes avec les autres. Donc DBT automatiquement lance les requêtes en parallèle. Quand c'est fini, va agréger toutes ces données dans une même table, un même dataset. Et donc c'est ce qui fait le fan in à la fin. Et quand c'est fini, c'est cool. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, c'est mieux. Mais moi encore, ça ne va pas trop. Le problème, c'est ça. On a une perte de temps ici. Et je vais dire, on a au mieux une perte de temps. Sinon, d'après vous, qu'est-ce qu'on a au pire? Voilà, c'est ça, exactement. Au pire, c'est qu'on va commencer à faire nos process. Quand même, on a Data Shopper qui est le plus gros, hein, il dure 5 heures. On va commencer un process qui dure 5 heures, alors que les données ne sont pas encore à jour dans GDP. Bon, ça coûte mais quand même quelques centaines, quelques milliers d'euros de lancer Data Shopper toutes les nuits. Bon, si on peut éviter de le lancer 2 fois, mais c'est quand même mieux. Donc une idée pour arriver à ce que ça n'arrive pas. Un événement. Voilà, exactement. C'est un événement. C'est de se dire, on dit quand GDP est terminé, maintenant c'est bon, tu peux lancer tous les use cases. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a toujours notre synchronisation de data platform qui est ici dans GDP. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de notre job DBT, on va notifier, on va créer un message. Alors, idéalement, à terme, c'est pas le cas. À terme, on va créer un rapport d'intégration, se dire, bah, tiens, l'Espagne a tout intégré, la France aussi, le Brésil n'a intégré que la moitié des tickets. Ça nous est déjà arrivé parce que les caisses automatiques avaient eu un patch qui avait changé le format et donc finalement on n'avait que la moitié des caisses, enfin, que les caisses avec des caissiers et les caisses automatiques, on n'avait pas les infos. Voilà, on pourrait avoir ce type de rapport d'intégration, mais pour l'instant on ne l'a pas. On a que c'est bon, c'est fini, tu peux y aller. Bon, ben c'est très bien. Et on va envoyer ce message dans un nouveau logo, PubSub, Publisher Subscriber. C'est un canal de messages, donc on va publier des messages, dessus on va créer des souscriptions, et il y a des subscribers qui vont pouvoir avoir ces messages par rapport à ces souscriptions. Donc un service assez basique, mais très utile. Donc à la fin, on publie un message, et le message va être capté par une souscription, notamment ce qu'on va appeler une push subscription, qui va faire un appel HTTP. Donc ça va invoquer un truc qui reçoit du HTTP. Par hasard, Cloudrun. C'est bien, on avait déjà un Cloudrun avant avec Scheduler, on a juste enlevé le Scheduler, on l'a remplacé par une push subscription, et on arrive à utiliser le même service ici, qui fait le job, de la même manière qu'avant. Donc là, on arrive à gagner un peu de temps, parce qu'en fait, on évite de la perte de temps. On évite au cas où des fois la synchro est un peu plus longue, au cas où des fois BigQuery malgré tout c'est serverless, c'est pas géré par nous, des fois c'est un peu plus lent aussi que prévu. Et donc on arrive à avoir cette synchro qui est pas trop mal faite. Et surtout ici, alors là on a optimisé le temps, et ici on s'offre du temps de rejeu. Ouais, parce que malgré tout ça plante des fois de temps en temps aussi, on fait des évolutions, on a des données qui sont pas de bonne qualité, voilà. Des fois ça plante, donc on peut se laisser du temps, des personnes qui sont sous astreinte, d'arriver à relancer des choses pendant la nuit pour malgré tout garder notre niveau de service à nos clients. Voilà, quand vous avez des multinationales comme Nestlé ou Danone, ils n'ont pas leurs données, pas très content. Ok, bon c'est mieux, en tout cas la synchro entre GDP et les use cases au niveau du groupe c'est mieux, mais moi il y a toujours un truc qui m'embête, c'est ici, c'est ce scheduler. Pourquoi je décide qu'à 22h, je démarre? Voilà. Comment est-ce que je fais pour changer ça? Parce que lui il m'embête, il est un petit peu comme si moi au groupe, je devais décider de quelque chose pour le reste du monde. Je veux bien avoir cette prétention-là, mais en fait non. Mais pas trop. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il faut savoir qu'on a des use cases par pays qui sont différents. Et c'est là où justement le groupe et la dimension du groupe prend son importance, parce que on est issu d'acquisitions de différents pays, de différentes choses. On a la France. La France est un pays historique, donc eux sont plutôt avancés. Et les tickets de caisse sont quasiment en temps réel. Pour donner un exemple, si vous allez chez Carrefour ou même dans les magasins aujourd'hui, vous n'avez plus de tickets de caisse
quand vous payez. Vous avez une caisse automatique, vous payez, vous sortez, vous avez un vigile qui vous arrête et qui vous demande votre ticket de caisse pour vous prouver les articles que vous avez achetés. Vous faites que, mais comment? Vous êtes vraiment embêté. En fait, l'engagement de la France, c'est d'avoir en moins de 30 secondes le ticket de caisse qui passe à la caisse automatique, qui est traité par les systèmes et qui arrive directement dans votre application qui est Carrefour pour 30 secondes après, vous êtes arrêté par un vigile, vous avez le ticket de caisse dans votre application, vous la montrez au vigile, vos produits et vous pouvez sortir sans problème. Donc voilà, donc c'est proche du temps réel et c'est le seul pays chez Carrefour aujourd'hui qui fait ça. Voilà. Les autres pays sont moins avancés parce qu'ils ont moins de ressources ou moins de contraintes de leur côté. Par exemple, si on prend le Brésil, eux, leur problème, c'est le fuseau horaire. Si on fait une circulation à 22h, eux, c'est 6 heures du soir chez eux, les magasins sont encore ouverts. Donc, finalement, on ferait une synchro à 22h ou à 18h ou à 14h. On aurait les données de la veille de la même manière. Bon, finalement, pourquoi se mettre 22h pour le Brésil? C'est un petit peu bête. Pour l'Espagne, c'est encore autre chose. Eux, ils ont tout mis sur Google Cloud. Sauf qu'ils ont mis leur cluster Cloudera sur Google Cloud. Donc en fait, ils ont juste fait du lift and shift et puis c'est tout. Et en fait, ils ne sont pas du tout sur BigQuery. Pour aller les donner dans BigQuery, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un export de Cloudera et ensuite ils intègrent les données de Cloudera dans BigQuery. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'eux, ils n'utilisent pas ces données-là. C'est-à-dire que si l'export ou l'import plante, l'Espagne continue. Si nous, on ne leur dit pas que ça a planté, eux, ils n'en savent rien. Donc voilà, on a vraiment des cas d'usage qui sont vraiment très différents en fonction des pays. Je ne vous parle pas par exemple de la Pologne, qui est un tout petit pays pour Carrefour. Il y a 3 personnes dans les équipes data. Donc dès qu'ils veulent faire un truc, c'est forcément des prestats externes. Et donc forcément, ils n'ont pas les ressources, les moyens de faire autant que la France ou d'autres pays. Donc voilà, c'est vraiment un paysage hétéroclite. Et c'est compliqué de s'organiser là-dessus. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour organiser ça? Voilà, on a une solution. On a proposé des solutions, dont une qui est impossible. La voici. Je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible. Déjà, la première, c'est qu'on a un scheduler qui va plutôt se lancer un peu plus tôt, à 20h ou à 18h. Pour ça, c'est toujours la même chose, on a toujours un scheduler. C'est pas terrible. Mais surtout, c'est toujours le groupe qui dit au pays, toi la France, tu te mets à jour, toi le Brésil, tu te mets à jour, toi l'Espagne, tu te mets à jour. Ouais, bof. Voilà, c'est toujours pareil, c'est le groupe, les maîtres du monde qui font des choses. Et voilà, si vous avez déjà travaillé dans des grosses sociétés, des fois le groupe n'est pas très bien vu par les filiales. Et alors voilà, si vous êtes le groupe qui dit toi maintenant tu travailles, bof. Donc voilà, donc ça dans le contexte de Carrefour, vraiment on est une boîte très distribuée. Ça marcherait techniquement, mais politiquement pas du tout. Donc voilà, il faut aussi jouer un petit peu avec la politique. Malheureusement, on n'est pas que des techs, on a aussi des humains en face. Donc ce qu'on voudrait en fait, idéalement, ce serait avoir comme pattern fan-in. Donc fan-in, mais qu'est-ce que c'est? Ce serait dire que les pays, ils font ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Hop là, je l'ai un peu vite. Hop. Et que quand c'est fini, donc il y a quelque chose qui attendent. Et que quand c'est fini, on mette un message dans PubSub et qu'on puisse continuer. Bien sûr, on a quand même une date limite, une date butoir, parce que sinon on ne va pas pouvoir faire tous nos process pendant la nuit sur Lynx ou les autres use cases. Donc on a quand même un trigger qu'on va pousser absolument à 18h. C'est même si on n'a pas tout reçu, on déclenche quand même le traitement à 22h. Parce que sinon on est mort. Ça n'existe pas sur Google Cloud. Alors je ne sais pas si vous savez si ça existe ailleurs, je ne sais pas si sur AWS, sur Azure, autre chose, sur OVH, est-ce que ça existe, mais de dire on a une boîte qui attend différents événements et quand tout est là, hop, on lève la main et puis ça publie un message. Moi je ne connais pas d'autres systèmes qui fait ça. En tout cas sur Google Cloud c'est sûr que ça n'existe pas. J'ai quand même posé la question à Google Cloud, ils m'ont répondu un truc. Je vais vous présenter. Je n'ai pas été trop satisfait de la réponse, mais quand même je vous le présente. Ils m'ont dit de m'appuyer sur Workflow. Alors Cloud Workflow, qu'est-ce que c'est? C'est on va dire, ça enchaîne des étapes. Et les étapes, qu'est-ce que c'est? Ça fait des appels HTTP. En fait, vous enchaînez des tâches avec des requêtes HTTP. Et en fonction des retours que vous avez, vous pouvez faire des branches, des choses en parallèle, vous pouvez gérer des exceptions. Voilà. Ça fait vraiment un workflow. Si vous faites du graph set avant, c'est un petit peu la même chose. Et vous envoyez des requêtes HTTP à chaque boîte. Bon, très bien. Alors, on fait ça avec du workflow. Et voilà ce que va proposer Google. Donc, en fait, tous les jours, on a quand même un scheduler. Mais lui, maintenant, on peut le lancer à 10h du matin, à 8h du matin. Il n'y a pas vraiment de date en fonction du moment où on veut lancer la synchronisation. On va juste générer quelque chose. Vous allez voir ce qu'on génère. Donc, on lance une exécution de workflow. Et l'exécution va générer des steps en parallèle.
Les steps en parallèle vont générer ce qu'on appelle une URL de callback. Donc une URL de callback pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, pour le Brésil, bref, pour tous les pays, on va générer une URL de callback. C'est super. Maintenant, cette URL, on va l'envoyer au pays. Donc chacun des pays va recevoir cette URL et les pays vont le stocker chez eux. Très bien. Donc ça, c'est le matin à 8h du matin, typiquement. Ensuite, pendant la journée, n'importe quand, les pays vont se mettre à jour avec leur propre rythme, leur propre scheduler. Ils vont faire à jour leur mise à jour de leur data platform en interne. Et quand c'est fait, ils vont rappeler l'URL de callback. Et nous, côté workflow, on va attendre qu'on ait toutes les URL de callback. Et quand c'est bon, on va pouvoir envoyer un message sur PubSub. Si bien sûr on n'a pas les URL de certains pays parce qu'il y a eu des problèmes ou autre, on a toujours un timeout qu'on met sur les URL de callback et au moins on est sûr qu'on a tout à un moment. Alors ça ne me plaît pas pour deux raisons. La première, c'est qu'on est toujours en pattern fan out et fan in, donc ça veut dire qu'on a toujours on va d'abord diverger et ensuite converger. Et la deuxième chose, c'est que pour les pays de Carrefour, c'est compliqué. Pour la France, ce serait facile. Ils sont avancés, ils sont matures sur l'IT, mais c'est pas mal. Je vous ai dit, la Pologne, c'est 3 personnes. Donc là, on va leur envoyer des URL. Donc déjà, c'est quoi envoyer une URL à un pays? Ils vont devoir mettre quoi? Ils vont devoir mettre une API en place pour recevoir l'URL, la stocker. S'ils ont des problèmes sur ce jour-là, de faire un process, de faire une émission, enfin de faire une synchronisation, ils vont utiliser une URL, mais laquelle? Celle d'aujourd'hui, celle de la veille? Ils vont se mélanger les pinceaux. Bon voilà. On est une boîte retail, on fait la tech, mais on est une boîte de retail. Donc on n'a pas forcément toujours les bons réflexes, les bonnes habitudes, et les personnes que l'on a ne sont pas que tech, ils font plus de choses. Et donc, voilà, ça ne marchera pas. À terme, c'est plus d'emmerde qu'autre chose. Et en fait, il se trouve qu'avoir qu'un pattern fan-in est compliqué. Quand on a un pattern fan-out et fan-in, c'est facile. Quand on a un fan-out, on connaît le nombre de branches que l'on crée, et le fan-in, c'est quoi? On connaît le nombre de branches qu'on a créé, donc on connaît le nombre de branches qu'on doit synchroniser. Mais quand on n'a que du fan-in, on ne connaît pas le nombre de branches. Donc ça, c'est compliqué. Et comme je n'ai rien trouvé aujourd'hui, j'ai décidé d'écrire un outil open source qui s'appelle EventSync. Je vais faire une petite démo juste après. Et en 4 mots, je vais dire, enfin en 4 boîtes, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors déjà, EventSync, c'est une configuration. Parce qu'il faut configurer quels sont les temps d'entrée, quels sont les temps de sortie, les conditions, etc. On va voir forcément dans la configuration le nombre d'événements que l'on veut avoir. 1, 2, 3, 10. Donc on va écouter ces événements avec un listener, c'est un web server qui va écouter des événements. Ces événements, une fois qu'on les reçoit, on les stocke. Voilà, ok, assez simple, on va persister les événements dans une base de données. Et ensuite, on va avoir justement le fait de dire, c'est bon, on a tous les événements. Donc quand on a tous les événements, on va pouvoir envoyer un message. Donc ça, c'est le condition checker qui va se baser sur la configuration, qui va dire, c'est bon, j'ai tous mes événements, je peux envoyer un message dans PubSub. Voilà, donc je peux générer un événement. Et en entrée, bien sûr, on a tous nos listeners, tous nos événements qui sont là. Donc ça, c'est ce que fait fonctionnellement le produit. Techniquement, vous reconnaissez Cloud qui forcément, c'est un web server, ça va récupérer des événements qui sont en entrée. À droite, vous voyez, il y a PubSub qui va envoyer le message, enfin c'est le bus de message qui va recevoir l'événement qui est généré. Et au milieu, vous voyez apparaître un nouveau logo qui est ici, qui s'appelle Firestore. Alors pour ceux qui font du Firebase, vous devez connaître. C'est une base de données NoSQL, mais serverless encore. Vous payez uniquement quand vous écrivez ou quand vous lisez de la donnée. Donc voilà, c'est vraiment du NoSQL, vous n'avez rien à configurer. Et ça marche tout seul. L'avantage de cette architecture, c'est qu'avec Cloud vous avez un free tier, avec PubSub vous avez un free tier, et avec Firestore vous avez un free tier aussi. 30 000 writes par jour et 50 000 reads. Donc autrement dit, cette architecture-là est gratuite. Ça c'est le côté plutôt sympa. Alors quelques features ici, après je vais vous faire une petite démo. Déjà, on utilise tous les produits de Google Cloud. 2 avantages à ça. Déjà, on fait du serverless. Bon, j'aime ça, je vous ai dit, les machines, les VM, les patchs, les backups, c'est pas pour moi. Donc au moins, c'est fait par Google. Moi, je suis cool. L'avantage avec ça aussi, c'est qu'on va utiliser le service IAM d'identification et d'autorisation de Google Cloud pour sécuriser le tout.
on n'a pas, voilà, on n'a pas de service d'authentification, on n'a pas d'IDP tiers que l'on doit mettre dans la boucle ou d'API qui a géré. Tout est géré nativement par Google Cloud. En termes de features, on va pouvoir configurer donc, tout ce qui est endpoints, les event listeners, en lui donnant un nom, les verbes HTTP que l'on accepte, du get, du put, du patch, du post, du options, ce que vous voulez, un ou plusieurs. Et on va aussi pouvoir demander si le traitement il va être synchrone ou asynchrone. C'est-à-dire, est-ce que quand je reçois un événement, je check les conditions et après je réponds OK à l'événement, ou est-ce que je reçois l'événement, je réponds OK et après je check les conditions en background. Je vais vous montrer d'ailleurs, normalement dans la démo, on a un petit glitch qui va vous montrer qu'on est en synchrone et pas en asynchrone. Et enfin, sur la partie trigger, on peut aussi le paramétrer. On a la fenêtre d'observation qui est configurable. Est-ce qu'on observe sur 1 minute, 1 heure, une journée, un an? Ça à voir. Est-ce qu'on garde les événements actifs une fois qu'on les a émis ou est-ce qu'on les reset après? Ça peut changer des choses sur le... sur le condition checker va pouvoir être influencé par ce paramètre-là. On va pouvoir demander un minimum d'occurrence sur chacun des endpoints. Typiquement pour la France qui se met à jour en temps réel, on pourrait demander 12 messages mais par jour, alors que l'Espagne ou le Brésil, un seul message, ça suffirait. Si on n'en a pas 12 à la France, on ne considère pas que c'est OK parce qu'on peut envoyer un toutes les heures ou un toutes les 2 heures, donc c'est pas OK. Et enfin, l'événement qui est généré va contenir tous les messages qui ont été reçus à la source. L'avantage de ça, c'est de dire que si la France, l'Espagne, le Brésil, la Pologne nous envoient un rapport d'intégration de leur data platform, ce rapport d'intégration va être tous agrégés dans le message en sortie, ce qui va permettre à l'application cliente qui va consommer le message de se dire ok, tous les pays sont ok, je lance ma synchro, je lance mon traitement. S'il n'y a que l'Espagne qui est ok et pas les autres pays, je préfère ne rien faire, sinon mes KPI vont être obsolètes ou incohérents, donc je préfère ne rien faire. En tout cas, on a le rapport d'intégration qui est donné à l'application en aval, et après elle fait ce qu'elle veut. Donc je vous ai promis une démo. Alors, je fais une démo. Alors juste avant de lancer la démo, mes skills HTML sont restés en 2000. Voilà, j'étais diplômé en 2000, donc voilà, donc c'est resté en 2000. Donc voilà, c'est juste pas très hop là. Oh, pourquoi c'est pas ouvert? Ah. Donc voilà, vous savez, c'est voilà. Je suis très content d'avoir mis du matériel sur ma. Voilà, donc c'est ça. Mais en tout cas, mais ça fonctionne. Là, alors là, c'est pareil. Hein, je ne sais pas pourquoi mon WebSocket ne marche pas tout de suite. Voilà. Là, mais là, c'est bon, je suis connecté. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, j'ai mon EventSync qui tourne, et j'ai juste un petit back-end pour la démo qui est ici, qui va me permettre d'écouter PubSub en permanence, et qui va, avec une WebSocket, envoyer les messages qui sont reçus sur le PubSub. C'est pour ça qu'on est connecté sur cette souscription ici. Donc on va voir ici à gauche, oh non, je peux être grossir un petit peu plus si vous voulez. Là c'est la configuration, donc là on a l'entrée A qui accepte tous ces mots et on envoie tout. On a une occurrence ici, l'entrée B on a 3 occurrences au minimum, et l'entrée C on a une occurrence, et là je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire ce last qui est ici. Donc très bien, on a ça, et bien maintenant on va y aller. Donc on va envoyer un événement A, donc, on voit ici, on va en envoyer 3 sur le B, 3, ok, et 1 sur le C, et normalement, magiquement, ça marche. Ah, ben le glitch a pas marché cette fois-ci. Bon, c'est pas grave, je vous le montrerai après. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, en fait, on a le rapport qui est ici, qui est généré, et on voit bien qu'on a un événement ici, on en a 3 ici, et on en a, hop là, ici, et on en a un seul sur la partie C. On peut aussi forcer le trigger. Donc typiquement, je peux en envoyer 2 mais sur le B. Si je force, on va de suite avoir le message où on en a 0 sur le A, 2 sur le B, etc. Et je vous parlais ici de la configuration sur le last. Le last donc mais sur le C. Donc typiquement, si ici je crée un premier événement C1, ici un deuxième qui est C2, je peux forcer le trigger qui est là, et qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans le message? On va voir donc 0A,
0B, et dans le C, on a bien 2 événements. Il y en a un seul qui est envoyé dans le last, c'est bien le C2. Donc le premier a été omis. On a juste le dernier événement qui est arrivé parce que c'est lui qui nous intéresse et pas les autres. En faisant ça, typiquement, donc, il y a différentes configurations où c'est le first, où c'est le last, où c'est le boundaries, le premier et le dernier dans une série d'événements. En fonction de vos use cases, ça peut être intéressant d'avoir l'un, l'autre ou tous. Hein, si vous les voulez tous, vous pouvez aussi tous les prendre. Dernière chose, en effet, voilà, on peut avoir des événements que l'on envoie ici. On peut dire non, en fait, je voulais pas ça. Je reset. Et donc en fait, on va avoir, si je lance par exemple que le A, les 2 messages B que j'ai envoyés avant, il y a 1 dans le A et il y en a 0 dans le B, parce que le reset a fait un clean de tout l'historique. Ça peut être intéressant typiquement lors de mise à jour ou lors de nouvelles versions, ou quand vous faites du test, vous voulez faire table rase du passé, vous resetez tous vos événements, vous recommencez sur une table, sur une page blanche, et vous reprenez. Voilà. Si on reprend les slides, comment est-ce qu'on met ça dans Carrefour? Donc là, on est en train de l'expérimenter, hein, on est au début de cette intégration-là. Comment ça se passe? Ben, on a la France, on a le Brésil, l'Espagne, les pays qui font leur intégration comme ils veulent. Et cette fois-ci, ils ont une seule URL. Ils n'en ont pas une par jour qui est différente comme avec Workflow. Il n'y a qu'une URL sur laquelle ils vont notifier qu'eux, ils ont fini. Ils notifient ce qu'ils veulent, juste un OK. Un get, ça peut être très bien au début, mais pour démarrer. Si demain on a un post avec le contenu de message, un détail de rapport d'intégration, c'est mieux. Mais déjà un get, on serait content d'avoir ça. À ce moment-là, c'est centralisé par EventSync. Et quand on a tous les messages, eh bien, on peut avoir PubSub, un message qui est généré dans PubSub, comme dans la démo, et on récupère ça avec CloudRun, on lance notre DBT et on fait tout le process qui suit ensuite. Évidemment, si on n'a pas tout, on va quand même mettre un scheduler à 22h en disant au plus tard, à 22h, si on n'a pas fait le job, on envoie un message. Et si dans le message qui est reçu par PubSub, il y a 0 événement A, 0 B et 0 C, bah à ce moment-là, CloudRun il sait que c'est juste un message factice qui était en backup, et donc finalement, il ne va rien faire, il ne va rien déclencher, il ne va rien faire. C'est vraiment l'application en aval qui décide comment est-ce qu'elle traite les messages qu'elle reçoit ici. Donc voilà, donc ça on est en train de le tester, de l'expérimenter, et j'espère que ça va bien se passer. Juste un dernier mot sur EventSync, c'est un open source, c'est sur GitHub, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le voir, vous pouvez le modifier, vous pouvez aussi l'adapter sur d'autres cloud providers. J'ai déjà eu des questions, est-ce que c'est adaptable sur Azure? Oui, je pense, ça fait 500 lignes en Go, c'est pas forcément très compliqué à changer un système de stockage par un autre. Voilà. Et puis partagez vos idées, si vous voulez contribuez, si vous voulez améliorer ma démo et le fond de la démo, faites-vous plaisir, je ne serai pas frustré ou pas chagriné d'avoir mes skills HTML mis à jour. Et en tout cas, voilà, donc partagez vos envies. Si vous voulez que je le fasse évoluer, mais pour vous, ouvrez une issue sur GitHub, je serai ravi d'en discuter avec vous. En tout cas, voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions maintenant, je serai ravi de vous répondre. Si c'est plus tard, il n'y a pas de problème. Je suis sur LinkedIn, Medium, GitHub ou ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas. Merci pour la présentation. Et moi, j'avais une question, pas directement sur l'EventSync, mais peut-être plus sur l'IAM et donc l'autorisation et aussi l'organisation. Donc souvent dans les groupes, entre groupes et filiales, il y a une question de billing où on veut, par exemple, le pipeline est splitté, une partie du pipeline est exécutée dans un compte d'une filiale et une partie dans le groupe, puis donc sur différents accounts. Et on veut s'assurer que chaque filiale va finalement contribuer et payer sa partie de la facture du pipeline au complet. Et donc je me demandais si justement c'était quelque chose ici qui a été rentré dans le design et ou si c'était plutôt un pipeline qui était géré entièrement par le groupe, et si, plus généralement si
à Google, ça permet de gérer ce genre de problématiques facilement, quoi. Ok, en fait, dans le design que l'on a aujourd'hui, on a vraiment les data platforms des pays et puis le groupe. Donc aujourd'hui, chaque pays a son propre billing account sur Google Cloud. Donc en fait, les pays ont leur billing account et c'est eux qui payent leur consommation sur Google Cloud. Leur consommation, qu'est-ce que c'est? C'est faire tout le job qu'il faut pour aller se connecter sur les systèmes de caisse, sur les entrepôts ou autre chose, transformer la data et la faire atterrir dans BigQuery. Quand ça arrive à ce niveau-là, ils nous exposent cette donnée, soit directement les tables, soit des vues, mais leur billing est terminé de leur côté. Côté groupe, on a aussi un billing account où on vient lire les données et les intégrer dans un groupe data platform, et à ce moment-là, le billing de notre côté commence à ce moment-là. Donc c'est ça la séparation que l'on a entre les deux. Et du coup, il y a deux étages de BigQuery finalement. Il y a un étage par filiale et ensuite un étage groupe, quoi. Exactement. En fait, c'est une sorte de data mesh, mais plutôt en termes de géographie ou en termes de pays que plutôt en termes de domaine. Souvent, le data mesh, on dit que c'est en termes de domaine. Là, c'est plutôt en termes d'entité. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est que souvent, les données qui sont dans BigQuery ne sont pas utilisées de manière opérationnelle par les pays, sauf pour la France. Et là, l'idée que l'on a, c'est de converger, c'est de faire en sorte que les pays aillent tous sur Google Cloud et utilisent les données opérationnellement qui sont dans Google Cloud, ce qui fait que ça va aussi les obliger à augmenter leur qualité de la donnée. Et donc, nous, on aura moins de problèmes en aval de qualité, de redressement, de choses à faire. Voilà. Et comme c'est un grand groupe, qu'on n'a pas les mêmes budgets, donc c'est toujours des projets qui sont plutôt lents à avancer. Mais on a des idées. Merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation et la démo. Une rapide question. Si j'ai bien compris, vous, les countries envoient les données par lot, en fait? C'est-à-dire c'est les factures d'une journée qu'ils envoient une seule fois dans le système cible. Et du coup, ma question, est-ce que vous avez réfléchi à le faire au fil de l'eau, facture par facture, chaque entité ou country, dès qu'il a émis une facture, l'envoie sur votre système centralisé qui consolide les données au compte-goutte, en fait, finalement, plutôt que par lot, j'ai l'impression. Alors oui, on pourrait le faire avec la France, parce que la France, eux, sont déjà organisés. Quand il y a un paiement qui se fait en caisse, ça arrive dans un Kafka, et ce Kafka alimente la plateforme data de la France. On pourrait imaginer faire un fork et avoir aussi les données qui nous arrivent directement de notre côté. On pourrait l'imaginer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait du J+1 à chaque fois pour tous les pays. Et pour certains pays, c'est un challenge de faire du J+1. Des fois, on est plutôt à J+3. Bon, voilà, voilà, notamment pour l'Argentine. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, déjà, du J+1, ça peut être un challenge pour des pays. Et après, pour le côté temps réel, on y pense, on y a pensé, mais on se dit qu'au groupe, on n'a pas vraiment de cas d'usage temps réel. On fait surtout de l'analytique sur des données froides. Le temps réel est surtout traité dans les pays. Dans les pays, on a besoin d'avoir tout de suite l'information d'une rupture de stock ou d'un paiement en caisse ou peut-être d'une caisse qui ne fonctionne plus. On a besoin d'avoir ces informations-là. Au niveau du groupe, est-ce qu'on réagit à la seconde, à la demi-seconde à ces informations-là? Comme je dis, on n'a pas de client, pas d'entrepôt, pas de magasin. Voilà, on n'a pas trop ce use case-là. On commence à en voir apparaître, peut-être à y penser, mais le temps réel au niveau du groupe, pas encore. Ok, merci. Mais ça pourrait être bien. Si tout le monde pouvait faire du temps réel et avoir des messages d'un PubSub ou du Kafka que tout arrive, ce serait top. Mais pour l'instant, non. Bonjour et merci aussi pour la présentation. Est-ce que dans le groupe, quand vous envisagez les process, quand vous réfléchissez, vous avez une vision très abstraite et vous downscaler par la suite en fonction des petites unités, des petits pays, ou vous intégrez cette problématique très en amont dans votre réflexion? Qu'est-ce qui va piloter la réflexion à ce moment-là? Alors, on est en train de changer un petit peu le paradigme qu'il y a chez Carrefour. Avant, on avait les pays qui étaient plutôt leaders, par exemple comme la France, qui faisaient plein de choses bien, et après on essayait d'adapter. On prenait ce carré, on essayait de mettre dans un rond dans les petits pays, et donc finalement on coupait les angles et tout ça pour arriver à ce que ça rentre. Et bon voilà, on dupliquait des choses et ça faisait beaucoup de travail, de réadaptation. On a des différences de versions.
ça marchait pas bien. C'est ce qu'on faisait mais jusqu'à présent. Là, les deux dernières années, on a un petit peu changé, justement sous l'impulsion de Lynx et d'avoir des données en centrale. On fait des applications qui sont globales. Donc on les fait au niveau du groupe avec des data analysts, des data scientists, des data engineers au niveau du groupe. Et on prend vraiment les applications globales et on les offre en fait en mode SaaS mais au pays. Et on devient, je ne veux pas dire qu'on devient une boîte IT, mais voilà, on commence à offrir du service à nos pays. Ils n'ont plus qu'à nous donner leurs données en entrée, par exemple pour faire des prédictions. On met leurs données en entrée, on a le modèle qui est derrière et on peut leur proposer de l'assortiment, du forecast qui est par rapport à leurs données. On est parti simplement du constat que chez Carrefour, on fait tous le même métier. C'est pas normal qu'on ait des cas d'usage, des règles métiers mais différentes d'un pays à un autre. Donc finalement, tout le monde a les mêmes règles et c'est plus simple comme ça. Merci. J'en profite, j'ai une autre question. Donc vous êtes à J+1 au niveau des données, oui. Mais dans un mode mondial et international, le J+1 c'est pas le même entre la France, le créneau horaire de la France, du Brésil, et puis je sais pas d'autres pays, en Australie peut-être vous avez aussi des magasins. Du coup, comment vous gérez ce J+1 finalement, parce que c'est en UTC, c'est sur quel fuseau horaire, enfin voilà. Ouais. Alors c'est J+1, par rapport à la France. C'est vrai que quand on a le Brésil et l'Argentine, on est à J+2, mais pour eux. Jusqu'à présent, on n'a pas de problème parce notre cible, on va parler de SLO. Notre cible, c'est avoir du J+1, mais nos contrats avec les clients, donc on va parler de SLA, c'est J+3. Donc voilà, donc on a J+1 en interne, on a J+3, donc là on est à J+2 en effet pour Brésil et Argentine, donc c'est pas mal. Par contre, on a des nouveaux use cases qui arrivent, notamment avec la supply, qui nous demandent des données à J+1 dans toutes les géographies. Donc pour l'instant, on a un petit peu botté en touche pour l'Argentine et le Brésil, mais pour d'autres pays, en tout cas pour ces pays-là, ça va revenir un peu plus tard. Après, quand on parle de la Chine, de l'Australie ou d'autres pays mais comme ça, ce sont des pays franchisés. Pour les franchisés, c'est différent. On ne travaille pas en J+1 avec eux, on travaille à semaine plus 1. Voilà, on a juste des données agrégées à la semaine pour ces pays-là, parce que ce ne sont pas nos pays, on ne peut pas leur exiger d'avoir un niveau de service aussi fort. Malgré tout, les CPGs sont intéressés pour les données, donc on les récupère qu'une fois par semaine. Et voilà, ça fait un compromis entre ce qu'on peut demander aux franchisés et ce qu'attendent nos clients. Bon, il reste encore 2 minutes pour des questions, s'il y en a d'autres. Sinon, on peut aussi discuter ailleurs, ou dans le couloir, ou sur LinkedIn, ou sur... voilà, donc il n'y a pas de souci. Personne ? Merci.